Alors, le temps de prendre un petit café, je vais introduire nos intervenants. Alors, Emmanuel Blanc, je crois que tout le monde le connaît. Vous êtes le président des EDC de la région internationale Outre-mer. Est-ce que c'est bon pour la caméra? Ouais, merci. Vous êtes le fondateur, le CEO de Tech Care for All, donc une entreprise spécialisée dans la tech médicale pour les pays pauvres, et le président du CA de Egnostics, c'est comme ça qu'on prononce, qui développe des IA pour le traitement des cancers. À Berlin, vous nous en direz plus. Ensuite, pardon, Yann Malo, donc vous êtes directeur de Forte Pharma, auteur d'un roman d'anticipation sur l'IA, Rira bien. Voilà, je pense qu'il est peut-être aussi sur le stand, non? Il est que sur Amazon, voilà. Qui évoque donc la recomposition de notre société à partir de l'IA et réfléchit notamment autour des enjeux de l'humour. Nicolas Torcheboeuf, alors vous êtes ingénieur en physique, actuellement actif à Neuchâtel dans l'industrie, mais vous avez développé fin 2023 KTGPT. Je pense que c'est une app dont tout le monde a sans doute entendu parler. Donc c'est une IA gratuite qui est nourrie avec les informations du Vatican et qui répond donc à plein de requêtes. Je crois que vous avez 400 requêtes par jour en ce moment, c'est ça? Entre 600 et 800, ça a déjà augmenté. Et puis, Guillaume Devaux, donc cofondateur d'Alonia, un éditeur de plateforme SAS. Vous êtes ingénieur, vous avez effectué votre carrière dans des entreprises du numérique. Vous avez dirigé le cabinet d'innovation Inopen, puis rejoint Polytechnique Paris comme directeur de projet pour le centre d'innovation IA. Et vous présidez une association qui réfléchit à décarboner la logistique. C'est bien ça, grâce à l'IA, par l'IA. Là, on est vraiment dans le concret du concret en entreprise. Donc, on va passer un peu tous ces grands thèmes en revue dans chacun de vos univers. Peut-être la toute première question qui est quand même là, même si on n'a pas beaucoup évoqué aujourd'hui, mais il y a quand même encore une peur pour certaines personnes de l'IA. Bah, comment on fait face à cette peur en interne? Quelles sont les solutions? Quelles sont les choses que vous avez développées pour faire face à cette peur? Je ne sais pas qui veut commencer. Je me lance. Donc, nous, dans mon activité d'éditeur de plateforme IA, on est confronté tous les jours aux entreprises et essentiellement aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire. Et quand on les rencontre, on a quand même beaucoup de gens qui sont comme des lapins dans des phares de voiture. Donc, notre métier, c'est pas de faire la partie fait pâté au dos, pas la partie déploiement, pas la partie implémentation. Nous, on fournit la boîte à outils. Mais néanmoins, quand on est face à un dirigeant un peu perdu, il faut qu'on lui donne des clés de lecture. Donc, je vous en partage quelques-unes. Moi, c'est ultra pragmatique. J'aurais pas la hauteur de vue et la portée de Frédéric, donc moi, je vais juste vous partager de l'information. Donc, la première chose, c'est que oui, ça va très vite. On l'a beaucoup dit, ça va très vite. Ça change tous les jours. Il y a des nouveaux modèles, des nouvelles technologies. La première clé, c'est en tant que dirigeant, reprenez vos objectifs. Reprenez vos objectifs. Partez de vos objectifs. Et de ces objectifs, ensuite, deux éléments simples. Apprenez en marchant. Commencez tout de suite. Et essayez vous-même. Attendez pas que la technologie vienne à vous. Essayez. Prenez ce foutu chat GPT là, qui est grand public, et puis testez-le. Et lancez la dynamique dans vos équipes. Et à partir de là, comme ça a été très bien dit par Dominique chez Bayer, en fait, c'était venu du terrain. Et après, effectivement, subsidiarité, ramener la compétence et l'engagement et la décision du terrain. Et puis ensuite, oui, la direction reprend. Voilà, aidera, accompagnera le mouvement. Mais en fait, il faut y aller simplement parce que ces choses, de toute façon, même les plus grands cabinets ne sont pas capables de vous dire comment ce sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, il n'est pas temps d'attendre, il est temps de s'y mettre calmement et puis de prendre ce qui semble être les bonnes directions pour avancer. Oui, alors de mon côté, la question éthique est assez facile à résoudre, puisque le projet KTGPT, c'est un projet bénévole, je fais pas de profit avec cela, et je remplace pas de travail. Pour la jeunesse du projet, en fait, c'est simplement suite à l'engouement de ChatGPT, j'ai voulu tester un peu un outil fait maison, et donc je me suis dit, autant utiliser les données
du catéchisme, puisque finalement c'est un corpus de documents figés dans le temps. Ça me laisse le temps de développer quelque chose sans devoir faire des mises à jour sans cesse. Donc l'idée de base est partie de là. Au début, je voulais faire un chatbot plus disons, sur les programmes politiques des politiciens, et comme ça change tout le temps, c'est un peu compliqué. Oui, bonjour à tous. Juste pour pas qu'il y ait de panique ni rien, il y a les pompiers qui sont autour du bâtiment et ils interviennent au sous-sol. Donc, pas de panique. Moi-même, pas de panique. Juste que vous ayez l'information. J'ai aucune autre information, donc pour l'instant, on ne bouge pas. Mais voilà, il y a des pompiers qui sont pas loin et en intervention. Merci. Donc voilà, j'ai eu l'idée de faire cet outil avec cette préoccupation-là de faire un outil robuste. Ouais. Et donc, voilà, la question éthique, elle se pose pas, mais en revanche, je me suis dit, bah, puisque aujourd'hui l'IA nous donne quand même beaucoup de possibilités, bah, autant tester quelque chose, voir ce que ça donne. Et c'est vrai que assez rapidement, j'étais plutôt assez satisfait des réponses. Et donc c'est pour ça que bon, j'ai lancé ce projet et finalement il est accessible à tout le monde. Donc c'est ktgpt.chat le site, kt comme catéchisme. Et voilà, et donc ça tourne depuis 2 ans et ça a l'air de plaire aux gens. Oui, alors après, en ce qui concerne, alors la difficulté c'est qu'on peut pas certifier les réponses. Donc il faut pas prendre ça comme une réponse, comme parole d'évangile. Mais ensuite, il faut vraiment voir ça comme un outil, et même j'ai eu des retours de prêtres qui m'ont dit qu'ils utilisaient cet outil pour leurs travaux, donc c'est plutôt encourageant. Mais c'est sûr que enfin, je revendique absolument pas de faire un travail pastoral ou de remplacer l'Église dans ce travail. C'est vraiment quelque chose complètement indépendant et extérieur à ça. C'est juste l'idée, c'est simplement de mettre un outil à disposition du grand public. Bien commun. Alors, la question était sur la peur. Je vais partager une anecdote de mon entreprise, un petit élément de contexte. Donc, je dirige un petit laboratoire pharmaceutique monégasque, un des pionniers en France des compléments alimentaires, 150 personnes. Les compléments alimentaires, c'est quoi? C'est des combinaisons d'ingrédients qui existent depuis longtemps, des vitamines, des minéraux. Donc, on n'invente pas grand-chose, on réinvente. Dans mon entreprise, la personne qui a le plus de peur quand on évoque l'IA, c'est mon directeur informatique. Alors, je ne sais pas si je dois m'en inquiéter ou pas. Et pour l'anecdote, quand on lui demande si on utilise l'IA dans la boîte, il dit ah non, non, et surtout pas, il ne faut pas y aller. Or, évidemment, l'IA est déjà utilisée. Par qui? Par les jeunes du marketing qui n'ont pas attendu, qui n'ont pas demandé l'autorisation, qui n'ont pas peur et qui, pour leur métier, utilisent déjà ChatGPT. Et je raconterai plus tard une deuxième anecdote sur l'utilisation de cette IA. Mais oui, il y a des peurs, mais pas de tout le monde. Et c'est effectivement, en prenant du recul dans le rôle du directeur général, peut-être de savoir à quel moment il faut passer outre nos peurs, ou les entendre, ou les accompagner. Et est-ce qu'il faut utiliser l'IA, mais surtout, évidemment, où et pourquoi. Alors, la peur de l'IA, donc, pour les deux raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, moi, j'ai absolument aucune peur de l'IA parce que j'en vends. C'est pas un outil dans les deux entreprises dont je vais parler, c'est pas un outil pour réduire les coûts, augmenter la productivité, simplifier, je ne sais quoi. C'est ce avec quoi on fait du chiffre d'affaires. On vend de l'IA. Donc, j'y reviendrai, donc ça ne me fait pas peur du tout. En revanche, partager avec vous peut-être deux petites histoires pour comprendre d'où je parle. Le lundi et le mardi, je suis à Berlin, au siège de cette entreprise qui travaille dans le cancer. Et j'arrive sur un plateau où il y a 150 personnes derrière des écrans d'1 mètre sur 2 qui codent des algorithmes pour trouver des nouveaux cancers. Et il faut imaginer 150 personnes dans une salle
sans se parler, à faire du coding, d'algorithmes, à partir de biopsies. Ça, c'est le lundi et le mardi. Et le jeudi et le vendredi, je suis à Dakar, au CHU de Fannes, qui traite 3000 patients par heure et où il n'y a pas d'ordinateur. Ah, donc l'alerte est terminée, il n'y a pas de souci, les pompiers sont partis. Merci Vianney d'avoir donné. Merci, nous voilà rassurés. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage sur la question de la peur. Je viens avec un autre hashtag urgence. Ce matin, on a eu l'impression qu'il était urgent de se poser, de réfléchir, de prendre du recul. Cet après-midi, on a l'impression qu'il est urgent de s'y mettre parce que voilà, on va se faire manger par la concurrence. Comment on dialogue avec cet impératif? Comment vous faites, vous, concrètement? Est-ce que c'est uniquement il faut uniquement réfléchir par rapport aux concurrents? Est-ce qu'il faut d'abord vraiment, alors je crois qu'on l'a entendu souvent, être centré, savoir ce qu'on veut, et puis comment en fait dans l'urgence conduire un changement de manière quand même acceptable pour une collectivité humaine et pas au pas de charge. Alors, moi, je vais vous raconter deux histoires encore, plutôt que faire des grands discours. Donc, la première histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qu'on connaît tous, c'est Jean-Pierre, il a 80 ans, il est français, il est diagnostiqué avec un cancer, et on lui fait une biopsie. D'accord? Donc, on lui prélève un petit bout de son poumon. Et ça se retrouve, c'est une petite lamelle qui se retrouve entre deux bouts de verre. C'est grand comme un timbre, pour ceux qui se rappellent des timbres. Et sur ce timbre, il y a 2 milliards d'informations. Les cellules, mais aussi où elles sont regroupées, éloignées les unes des autres, etc. Jusqu'à il y a 3 ans, ce petit timbre, il était regardé au microscope par un pathologiste. Là, je parle de l'OCDE. Il était regardé au microscope par un pathologiste qui disait bah, vous avez 30% de vos cellules qui sont cancéreuses, vous avez tel type d'autres problématiques, etc. Et ensuite, ça partait chez un oncologue qui décidait du traitement qu'il allait vous donner. Okay. Sur la base de ce système-là, aujourd'hui, quand vous êtes diagnostiqué avec un cancer, vous avez 50% de chances d'être vivant dans 10 ans, dans le C2. Okay. L'intelligence artificielle a totalement changé ça en 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 entreprises dans le monde, dont cette entreprise allemande, qui ont digitalisé des dizaines de millions de biopsies et qui ont demandé à ces fameuses 150 personnes sur des plateaux de créer des algorithmes pour lire ces biopsies, les décrire, les 2 milliards d'informations, fois des dizaines de millions, vous imaginez. Et ça vous dit aujourd'hui, de façon extrêmement précise, quel type de cancer vous avez, quel type de mutation, quel type de comorbidité, quel type de progression, de niveau de métastase, etc., etc. Et sur la base de cette information, la totalité de l'industrie pharmaceutique est en train de développer des médicaments qui vont être dédiés à vous, individuellement, en fonction de votre tumeur à vous. D'accord? Donc l'intelligence artificielle, ça sert à ça. Aujourd'hui, un traitement contre le cancer, ça coûte à peu près 150 000 € pour un occidental. Ces traitements vont coûter à peu près 1 million d'euros. Je reviendrai sur les questions éthiques à un autre moment, mais juste, c'est la première histoire sur comment on déploie ce type de solution. Sur ce problème-là, qui est d'améliorer le taux de survie du cancer, il y a aujourd'hui à peu près 100 milliards d'euros qui sont investis par an par l'écosystème de la santé pour mettre à jour ces médicaments personnalisés. À peu près 100 milliards d'euros. D'accord? L'autre histoire, beaucoup plus rapide, c'est l'histoire d'un petit Sénégalais qui a 3 ans, il a mal à la gorge, il va voir un agent de santé communautaire dans son village, l'agent lui dit « t'as mal à la gorge », oui j'ai mal à la gorge, il lui donne des antibiotiques.
Aujourd'hui, la première raison pour laquelle les gens meurent dans le monde, c'est la résistance aux antibiotiques. Pourquoi? Parce que on a pendant des décennies donné des antibiotiques à tout un tas de gens qui n'en avaient pas besoin, et notamment dans les pays pauvres. Il y a une entreprise canadienne, qui travaille avec la mienne, qui a développé un petit outil très simple. Vous prenez un smartphone, vous faites une photo de votre gorge, et derrière, il y a eu 150 millions de photos de gorge qui ont été traitées par un algorithme. Et l'algorithme vous dit si vous avez besoin d'antibiotiques ou pas, avec 100% de fiabilité. La photo coûte 2 centimes d'euros. Et donc, on est en train de déployer ce type de solution dans les pays pauvres. Sur ce sujet-là, il y a 50 millions de dollars d'investis. Je vais essayer de prendre un angle différent. Sur cette notion d'urgence, vous avez lancé, et bravo, ce projet. On travaille depuis 6 mois avec la Conférence des évêques de France sur un SPI-GPT, donc un chatbot qui aura été entraîné sur les corpus de l'Église, et puis plus largement chrétien, dans l'objectif de le fournir au plus grand nombre pour servir tous les usages, finalement, de la pastorale, de la mission de l'Église. Et nous, on est très surpris finalement de l'appétence de la Conférence des évêques de France, et ils nous ont dit c'est une question d'urgence. Parce que, en fait, le monde, notre monde humain, numérique, il est déjà envahi. Donc, si l'Église ne prend pas pied et de façon maîtrisée dans cet espace-là, d'autres le prendront à notre place. Or, quand vous demandez à ChatGPT, il va pas essayer de vous dire mais il va, en fait, il aura été, c'est profondément anthropologique. ChatGPT a été entraîné sur des corpus majoritairement anglo-saxons américains, et au-delà des corpus, c'est l'intention de celui qui l'a entraîné qui est marquée profondément dans le modèle. Même si ce sont que des maths, la restitution, quand vous lui posez une question, elle va être très clairement orientée. Qui plus est, il y a des biais intentionnels qui ont été mis, qui sont pas forcément alignés avec, on va dire, l'évangile, ou en tout cas la doctrine de l'Église. Donc oui, il y a une notion d'urgence à effectivement maîtriser ces technologies, et si on le rapporte à l'entreprise, ça a été évoqué, c'est aussi, il y a une certaine notion d'urgence en ce sens que si on veut pas que ça vous déborde par le côté de shadow IT, il vaut mieux maîtriser et apporter des solutions fiables et maîtrisées. Et je vais dériver un tout petit peu de l'urgence, mais il y a un élément qui est sous-évalué aujourd'hui, c'est la notion de confiance. Confiance dans la qualité de l'outil, mais confiance aussi dans l'outil lui-même. Les outils grand public sont quand même maîtrisés par des plateformes américaines, mais ils ne maîtrisent absolument pas où vont les données. Donc il y a une urgence aussi à offrir en interne des solutions qui, elles, sont opérées et dont les données, vous êtes garanti que les données, elles sont maîtrisées comme Dominique le disait pour moi. Pour parler d'urgence, je peux parler de mon expérience avec KTGPT. En fait, ce qui était assez frappant dans l'aventure du projet, c'est que donc j'ai eu le premier résultat au mois de mai 2023, et puis ensuite, au moment des JMJ en août 2023, d'un seul coup, il y a 2 outils qui faisaient la même chose que le mien, qui sont sortis, dont un américain qui s'appelle Magisterium, qui est assez abouti. Voilà. Et donc en fait, on s'est retrouvé d'un seul coup avec 3 outils dans un domaine quand même comme un domaine de niche. Voilà. Et donc, ça nous pose aussi la question de l'urgence, dans le sens où, dans le domaine de l'IA, quand on a une idée, souvent quelqu'un d'autre a eu la même idée au même moment ou avant. Et puis, malheureusement, souvent, c'est celui qui a le plus de culot qui perce, et c'est pas forcément le meilleur outil. Donc, je pense que c'est un domaine qui est quand même très concurrentiel, où c'est compliqué de se faire sa place. Et donc, ça met quand même une certaine pression. Et c'est vrai que ce qui est un peu frustrant, par exemple, sur KTGPT, c'est que j'ai commencé à le développer au début quand il n'y avait pas beaucoup d'outils grand public. Et puis aujourd'hui, enfin même avec Anthropic, on peut coder l'équivalent que j'ai fait en une soirée, quoi. Et, donc voilà, c'est toujours un peu frustrant. Mais en même temps, c'est aussi motivant. On se dit qu'on peut faire des projets d'envergure tout seul le soir en rentrant du boulot. Voilà. Oui, l'urgence,
moi, je pense qu'il y a toujours urgence à réfléchir à des sujets aussi importants qui auront des impacts fondamentaux sur nos sociétés, dans les deux sens de société, société humaine et entreprise. Pour revenir sur mon exemple personnel, dans les jeunes du marketing qui, sans le dire à personne, utilisent déjà ChatGPT, c'est une utilisation anecdotique, mais qui d'emblée fait réfléchir. Quel est le premier usage de l'IA par ces jeunes? C'est de les aider dans les phases de brainstorming. C'est-à-dire que le premier usage, il est non pas d'automatiser des tâches de compta ou de faire de l'Excel plus rapidement, c'est d'emblée d'être sur le cœur de la réflexion. Et nous, je vous disais, on fabrique on lance une quarantaine de nouveaux produits par an qui sont des recombinaisons d'ingrédients déjà connus. Donc on travaille sur des bases de données existantes, ingrédientaires, et ce qu'on cherche, c'est à reformuler sous des concepts qui parlent mieux aux consommateurs, etc. Côté créatif, fondamental, qui drive notre croissance, et c'est d'emblée là-dessus qu'on met l'IA. Alors, opportunité ou risque, j'ai pas encore la réponse. Est-ce que en utilisant l'IA pour ça, on va s'appauvrir parce que forcément on va utiliser des choses du passé, puisque l'IA travaille sur le passé. Est-ce qu'il y a un domaine éthique là-dessus, parce que finalement on va proposer aux consommateurs quelque chose à faible valeur ajoutée humaine, ou est-ce qu'au contraire ça va nous aider au niveau marketing à trouver des idées qu'on n'aurait pas eues sans ça? On n'a pas la réponse, mais pour répondre à la question de l'urgence, oui, il y a urgence à y réfléchir, parce que dans mon cas de PME, si moi j'y réfléchis pas, ou mon directeur d'informatique il réfléchit pas, l'utilisation elle se diffuse quand même. Non, c'est plus en réagissant par rapport à ce que vous dites vous. Le point, c'est ce matin, on a eu beaucoup de questions, mais en fait, c'est assez légitime, parce que est-ce qu'on est capable aujourd'hui de définir les implications et les conséquences de ce qu'on est en train de faire en termes d'utilisation de l'IA? Il y a 50 ans ou il y a 100 ans, quand on a industrialisé nos économies, carboné nos économies, est-ce qu'on avait conscience qu'on allait détruire la planète et la réchauffer de 4 degrés? Non. On n'avait pas conscience. Est-ce qu'à l'époque, on s'est posé des questions? Est-ce que les dirigeants chrétiens se sont posés des questions? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a en termes d'urgence, c'est que on est au début de cette aventure, qui est une révolution fondamentale, au même titre que le carbone, l'utilisation du pétrole, etc. On est vraiment sur une révolution fondamentale, donc on a la chance, c'est pour moi l'urgence, on a la chance de se poser aujourd'hui la question des conséquences. On ne connaît pas. Des implications des choix qu'on va faire aujourd'hui sur les cas d'usage, sur la façon dont on utilise cette révolution. Et donc, je pense que la vraie idée pour nous qui mettons en œuvre ces technologies, c'est vraiment de se demander, en fait, si je fais ça, ça va servir à quoi? Ça peut avoir quoi comme conséquence? Et en tant que chrétien, comme conséquence sur une économie du bien commun à laquelle on aspire. Voilà. C'est ça l'urgence pour moi. Alors justement, une des questions éthiques, c'est la place de l'humain. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ces questions, il y a des catégories qui ont été évoquées ce matin qui surgissent. Donc en fait, derrière la question de l'urgence, il y a la question du désir. Derrière la place de l'humain, il y a la question du pouvoir qui a été soulevée ce matin. Donc en fait, qui gouverne qui ou qui décide quoi? Donc comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on quand on met en place des outils justement, comment est-ce qu'on réfléchit à cette place de l'humain? Comment est-ce qu'on la conserve? Quels arbitrages vous faites pour garder l'humain au centre? Cette espèce de phrase un peu valise qu'on entend souvent, enfin c'est un bateau qu'on entend souvent, mais en fait ça passe par voilà, par quelles décisions, par quels arbitrages? Très rapidement, mais au-delà de l'utilisation par le marketing, moi j'ai commencé à évoquer en interne l'utilisation de l'IA pour ce qui me semblait, moi, assez logique, c'est-à-dire la prévision des ventes, gagner de la productivité sur les clôtures comptables, etc., etc. Et en fait, comme
pour la plupart des outils, mais réfléchir à ça, c'est forcément très rapidement se reposer la question des hommes, c'est-à-dire mettre l'IA dans la comptabilité. Vous y réfléchissez, au bout de 5 minutes, vous vous posez la question, à quoi sert un comptable dans mon entreprise? Et donc, oui, la question humaine et la question du sens du travail, on a travaillé l'année dernière sur réenchanter le travail, elle arrive tout de suite quand on cherche à des applications concrètes de l'utilisation de l'IA. C'est l'IA pour quoi faire, qui va l'utiliser, qu'est-ce que ça va remplacer, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui vont l'utiliser, les gens qui c'est le boulot qui va être remplacé par l'IA. Et je reviens sur l'urgence. Moi, dans mon entreprise, aujourd'hui, je n'ai pas d'urgence à utiliser l'IA pour améliorer les prévisions des ventes ou la compta parce que je suis pas une grosse boîte, c'est pas encore très compliqué. Et qu'est-ce que peut-être au mieux, je vais économiser à être 41 personnes, mais est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle par rapport à la création de valeur? En revanche, de se dire, de toute façon, on sera impliqué donc et impacté. Donc tout de suite, on y réfléchit avec les équipes pour voir ce qu'elles ont envie de faire, comment elles ont envie de l'utiliser. Peut-être qu'elles-mêmes, elles vont être moteurs de cette utilisation parce qu'elles ont le désir de faire autre chose que des tâches répétitives, et auquel cas, on peut envisager que petit à petit, on utilise l'IA à bon escient. Ça me semble intéressant, plutôt que attendre, me dire effectivement, il n'y a pas d'urgence, et peut-être que demain, j'ai un nouvel actionnaire qui me dit non, mais si, en fait, on va faire des économies, et que le concret soit brutal, et que j'ai plus le temps de préparer mes équipes de plus de 50 ans à s'adapter. Je pense que oui, en tant que dirigeant, on a l'urgence d'y réfléchir et d'essayer d'anticiper, même si c'est pour eux une application à plus long terme. En complément, de principe, un constat. De principe, je pense qu'effectivement, en tant que DC, on a tous travaillé sur la doctrine sociale de l'Église et pour le coup, c'est un super outil de travail pour travailler ce sujet comme tous les autres sujets qu'on traite quand on est en EDC. C'est voilà, quelle est la hiérarchie des valeurs et comment on lit ça au regard du sujet lié en l'occurrence. Notamment voilà la place de l'homme, la subsidiarité. Ça a été dit tout à fait tout à l'heure, très tôt dès le début en fait. Hein. J'ai beaucoup aimé ce sujet entre l'outil et enfin l'homme qui façonne l'outil et l'outil qui façonne l'homme. Voilà, je pense que c'est une question d'approche. Et je compléterai juste par une remarque. Moi, depuis un peu plus de 30 ans que je suis dans le monde de la technologie, on a vu tous le web se développer, puis la digitalisation des entreprises. Et si vous prenez un petit temps de recul, regardez finalement le nombre de tâches faites par les collaborateurs en entreprise qui sont en fait des esclaves de la machine qui passent leur temps à nourrir. Il y a des gens dont c'est le métier, ils remplissent des chiffres toute la journée. Donc, je veux dire par là que, finalement, pendant 30 ans, on a quand même créé des populations asservies à la machine, que l'IA est une opportunité, si elle est bien utilisée, pour peut-être décharger un peu de ces tâches peu valorisantes, et que à ce titre-là, les collaborateurs qui sont dans ce type de mission sont tout à fait en attente d'opportunités justement de séduire et puis justement d'aller vers des fonctions plus valorisantes. En tout cas, pour avoir accompagné des entreprises là-dessus et justement mené des ateliers, les gens s'en emparent par eux-mêmes très vite. Ça veut dire que là, c'est bien eux, c'est leur dynamique propre. Alors, on est dans la région internationale des EDC et il faut faire attention à ne pas avoir une lecture trop occidentalo-centrée de la question. Aujourd'hui, il y a des millions de jobs, des bullshit jobs, comme on dit chez nous, qui sont créés dans les pays pauvres de gens qui font du data cleaning à longueur de journée pour faire fonctionner des outils qui permettent aux boîtes occidentales de virer leurs comptables. Bon. Donc, on supprime des jobs peut-être à faible valeur ajoutée dans les pays occidentaux pour en créer en masse à très faible valeur ajoutée dans les pays pauvres. Donc, faut pas, cette logique-là qui a toujours existé, elle continue à exister avec l'IA. Rien de neuf sous le soleil, pour reprendre un des thèmes qu'on a eu aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important. Ce que je voulais dire sur la problématique de l'IA au sein du fonctionnement des entreprises, de nos entreprises en Occident, qu'est-ce qu'on peut apprendre des domaines dans lesquels c'est déjà utilisé, par exemple dans la santé. Il y a toujours eu cette question, est-ce que l'IA va remplacer les médecins?
moi, ce que je connais bien, c'est ce que l'IA va remplacer les pathologistes, ceux dont je vous parlais, là, qui regardent les slides au microscope. En fait, non. Parce que la décision doit continuer à être prise par un être humain qui va lire le rapport d'une machine et dire s'il est d'accord ou pas, et vérifier l'interprétation qu'a fait la machine de la biopsie. Ça, c'est super sur le papier. Il y a une réglementation européenne qui dit aucune décision médicale ne peut être prise uniquement sur la base d'un algorithme. Ça a été inscrit dans la loi en Europe et dans tous les pays européens. Seule région du monde à le faire. Sauf que les pathologistes, ils comprennent plus ce qu'ils voient. Et donc, est-ce que c'est pas ce qui va se passer aussi dans nos services administratifs, dans nos services marketing, dans nos services digitaux, dans nos services je sais pas quoi? Est-ce que c'est pas aussi ce qui va se passer? C'est-à-dire que progressivement, avec la complexification des modèles, le nombre croissant de données qui rentrent dans ces modèles, la sophistication des outputs que donnent ces modèles sur des stratégies marketing, etc., est-ce que nos salariés vont pas devenir complètement dépassés par ce qui ressort de ces algorithmes? Comme aujourd'hui, les pathologistes et les oncologues commencent à être dépassés par l'information qui leur arrive des machines. Ils sont plus capables de traiter. C'est trop complexe pour le cerveau humain. Rapidement par rapport à la place de l'humain dans mon projet. En fait, je me suis beaucoup posé la question d'essayer de faire quelque chose qui soit pas complètement désincarné. Et puis, enfin, le but d'un chatbot chrétien, c'est pas que les gens se retrouvent devant leur ordi à poser des questions. Donc, et je pense que c'est la question que se pose la conférence des évêques de France, s'ils sont en train de travailler sur un projet comme ça. Et c'est vrai que j'avais pris assez rapidement contact avec les influenceurs catholiques, comme le frère Paul Adrien, un dominicain qui est assez présent sur les réseaux. Et parce que je pense qu'il y aurait pas mal de choses à faire dans ce sens-là, où en fait ces gens produisent des contenus, mais finalement c'est des contenus qui sont plus accessibles une fois que vous avez consulté. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de moteur de recherche à l'intérieur d'une vidéo YouTube ou d'une story Instagram. Donc voilà, j'avais commencé à faire quelque chose qui commence à donner des résultats satisfaisants, mais voilà, c'est une idée qui me trotte dans la tête pour développer le projet plus tard. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire justement à mettre en relation les gens qui ont des questions légitimes, qui posent sur Internet, mais ensuite après il faut transformer la chose pour les mettre en contact avec un prêtre, avec quelqu'un de physique qui puisse répondre à leurs besoins et surtout s'adapter à leurs questions, parce que il y a quand même, il faut donner une réponse pastorale aussi à la question des gens, pas simplement théorique et doctrinale. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, à ce stade-là, il y a déjà des questions dans la salle? Parce on a quand même pas mal échangé. Alors, est-ce qu'il y a déjà des interpellations, des questions qui surgissent chez vous? Oui, une première. Oui. Mis à part le directeur informatique qui exprime une défiance qui est souvent basée sur la problématique de la data et de la perte de data, est-ce que vous avez été confronté dans votre usage de la data, votre exposition de la data à des usagers qui eux-mêmes marquent de la défiance par rapport à l'outil? On a parlé tout à l'heure des outils d'IA qui sont eux-mêmes biaisés du fait du data feeding. Quelque chose qu'on voit beaucoup par rapport au deepfake, à l'éducation des gens, par rapport à la problématique et à la défiance de plus en plus croissante des gens par rapport à l'information. Est-ce qu'on voit la même chose arriver sur les outils d'IA? Et donc un rejet de l'outil d'IA en tant qu'il va fournir une information qui n'est pas fiable ou qu'on remet en cause parce qu'il a été fourni par les Américains, par les Français, et qu'il a la data ou que la data vient d'Afrique. Si vous avez vu ça et comment vous réagissez à ça? Alors moi, je vais répondre à l'envers. Je pense que l'un des grands risques contre lequel il faut lutter, c'est le syndrome de la blouse blanche, et notamment chez les plus jeunes. Aujourd'hui, il faut une confiance aveugle aux réponses que leur font ce type de modèle. C'est effrayant. C'est effrayant. Et donc, j'ai vu des gens qui ont posé des questions sur doivent-ils se marier, qu'est-ce que je dois changer mon job. C'est du délire total. Mais ce sont les mêmes qui vont dire que la Terre est plate. Si c'était que cela. Non, je crois que la proportion est beaucoup plus importante, malheureusement. Alors, moi, je suis dans le domaine de la santé. Je suis pas moi-même un scientifique, mais j'en ai plein dans mes équipes. Effectivement, je vois la différence culturelle entre mes collègues qui ont une formation scientifique rigoureuse et qui vont avoir, peut-être par
culture et par leur enseignement un esprit critique qui va leur permettre de prendre de la distance. Et d'autres, soit plus jeunes, soit formés différemment, ou qui effectivement représentent un danger dans le sens où il y a cette naïveté de penser que si ChatGPT vous a proposé une formule déjà de produit avec des ingrédients, des dosages, et avec toute la bonne justification, on peut l'appliquer tel quel, sans passer par un filtre d'un professionnel de santé. On voit déjà des chatbots qui vont vous faire des conseils de prise de médicaments, dans des compléments alimentaires. Ça peut être moins grave, mais ça peut être grave quand même, plutôt que d'aller voir un pharmacien. Donc, voilà. On voit bien les dangers et les différences d'appréciation de danger aussi en fonction de sa culture, peut-être de son expérience, de son âge. Et ça, c'est un enjeu, enfin, en tant que dirigeant où j'ai une population assez large, on va raconter mon anecdote, mais comment on fait vivre tout ça sans refuser l'apport que peut apporter l'IA, mais en étant quand même extrêmement prudent d'un point de vue éthique par rapport à ce qu'on va proposer à nos consommateurs, notamment. Ça me fait penser à une citation de Arthur C. Clarke, l'auteur de l'Odyssée de l'espace, qui dit toute technologie suffisamment avancée est indistinguable de la magie. Et c'est vrai que là, on est face à des technologies qui sont parfois assez fascinantes et pour lesquelles, effectivement, les gens peuvent avoir, oui, des pensées magiques. C'était juste pour aller dans votre sens, parce que bon, de temps en temps, je consulte la base de données de KTGPT pour voir les questions qui ont été posées. Et en fait, bon, j'étais étonné sur 2 points. Donc déjà, il y a très peu de trolls qui viennent poser des questions débiles. Donc c'est étonnant, j'aurais pensé que j'avais même peur en fait de lancer quelque chose comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se confient, et je pense que c'est sincère, c'est pas des trolls pour le coup, et qui confient un problème de cœur pour qu'un chatbot leur réponde, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais effectivement, je pense que le danger est plutôt là. Les gens font une confiance absolue à la machine. Et, Sur ce sujet de... Ouais, non, il y a plein, pour ta question, Antoine, il y a plein de pathologistes dans le monde qui disent, oh là là, moi, je veux surtout pas croire ce que la machine me dit. Et puis 2 heures après, ils sont sur leur groupe de discussion anti-vax. Voilà. Donc, En fait, désolé. c'est comme avec tout changement, hein, il y a une résistance. Par rapport à l'éthique dont on parlait tout à l'heure et l'éthique de l'outil, est-ce qu'au fond, on n'a pas un vrai devoir d'éducation à l'esprit critique? Esprit critique, ouais. Le mot est ressorti lors du débat tout à l'heure avec Emmanuel Villon, donc je crois que c'est vraiment un mot-clé qu'on va garder. Peut-être je vais juste vous guider. Ah, il y avait encore une question, oui? Question sur l'IA, très petite. En fait, sur le problème que l'argent investi dans l'IA, pêcher par exemple, qu'est-ce qui empêche une technologie qui apporte une solution très peu coûteuse et de masse pour s'appliquer à ce qui est généralement un secteur tout de moins, qui est l'aide humanitaire, santé, à grande échelle. On peut imaginer qu'il y a une très bonne réponse à cette problématique, et qu'ils savent que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui empêche ça? Je reformule juste pour le web parce qu'ils n'ont peut-être pas entendu la question. Donc, si je comprends bien, c'est qu'est-ce qui, en fait, le financement de l'IA pour des solutions utiles au bien public, quoi. Si je résume en un mot. Bah je veux dire, pourquoi est-ce qu'on existe aux EDC? On essaye de construire une économie du bien commun. Et on est aux EDC parce qu'on sait bien que c'est pas facile. On sait bien qu'il y a des injonctions paradoxales, qu'il y a un truc quelque part qui s'appelle le capitalisme, qui fait que les ressources sont allouées là où la maximisation du profit est la plus probable, pas nécessairement là où la maximisation du bien commun est la plus probable. C'est pas nécessairement aligné. Notre métier de dirigeant, c'est d'essayer de l'aligner le mieux possible, mais c'est un combat de tous les jours. Donc aujourd'hui, si tu soignes demain un Américain à 1 million d'euros par an, tu vas faire 300 000 euros de profit. Si tu diagnostiques bien un Africain à 2 centimes
tu vas faire peut-être, je sais pas, 0,01 centime de profit. Donc, où va l'argent? Il va pas forcément au bien commun, l'argent. C'est pour ça qu'on est aux EDC. C'est facile s'il allait au bien commun. On n'aura pas besoin des EDC, on n'aura pas besoin de se poser, de réfléchir, de discuter, de débattre sur comment faire. Tout l'enjeu, il est là. Donc l'enjeu, il est à la fois sur mettre l'IA au service de projets qui sont utiles à la société, utiles au monde, utiles à ses enjeux, utiles aux plus fragiles. Donc il y a, qu'est-ce qu'on fait de l'IA? L'IA au service de quel projet d'entreprise? Au service de quelle personne? Au service de résoudre quel type de problème? Il y a cette première question. On la met au service de quoi? On la met en œuvre pour faire quoi? Ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à répondre. Et puis après, il y a comment on la met en œuvre. Est-ce qu'on la met en œuvre avec les personnes, pour les personnes, en les écoutant, en les impliquant? C'est les deux pans de la question, mais c'est pas nouveau que l'argent va pas forcément vers le bien commun. C'est pas un problème nouveau. Merci beaucoup. Je crois qu'on pour tenir le timing, on va vous laisser discuter après directement. Avant de vous quitter pour aller discuter en petits groupes, je vous mets juste quelques mots-clés comme ça qui ont surgi lors de cette discussion, mais aussi un peu lors de la discussion préparatoire. Donc évidemment l'esprit critique, je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder comme boussole. L'intégrité des données, la souveraineté. Le fait de développer des solutions en interne, de ne pas se précipiter sur les solutions toutes faites, de bien définir pourquoi on veut développer une solution et de bien définir finalement le but de son entreprise, de bien réfléchir à ses propres objectifs. Peut-être de démarrer petit sur des tâches ingrates, répétitives ou des solutions qui sont aussi utiles au plus grand nombre. Privilégier les tests, l'apprentissage, on en a moins parlé, mais on en avait parlé en préparation. Former, informer tout le monde et ne laisser personne de côté, essayer d'intégrer tout le monde dans le développement des solutions. Éviter l'IA pour l'IA, donc développer des solutions pour des problèmes précis, ne pas se rajouter de la complexité gratuitement, je crois qu'on n'en a pas besoin. Et puis voilà, je crois profiter de tous les espaces de discussion possibles. Voilà, quelques petits outputs. Je ne suis pas une IA, j'ai pas processé tout en 3 minutes, en 30 secondes, mais voilà, j'espère que ça vous aidera pour vos groupes de discussion. Un grand merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup à toi, Camille, d'avoir modéré ces tables rondes et de les avoir préparées très professionnellement. Camille est journaliste indépendante et directrice du prix Farel de documentaire dont la thématique de mémoire, éthique, religion, spiritualité. Voilà.